nouvel épisode de mes capsules. Donc aujourd'hui, je vais parler essentiellement de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, c'est un sujet assez vaste, comme on va le voir. Et parmi les points importants en fait, qu'il convient de noter quand on parle d'intelligence artificielle, puisque ça va être un peu le sens de ma démonstration, c'est qu'elle est de plus en plus présente dans tous les aspects de nos vies. C'est-à-dire qu'on en a absolument besoin, plus ou moins sans nous en rendre compte d'ailleurs, parce qu'elle est complètement intégrée depuis les services clients jusqu'à la capacité de faire des bonnes photos sans avoir d'effets flous, des pilotages automatiques d'avions, de voitures, tout ce qui concerne les satellites, la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale, etc. Tout ça sont des formes d'intelligence artificielle, mais également l'intelligence artificielle quand vous appelez un service client et que le service client, la personne qui est au téléphone avec vous, quand c'est pas encore une machine, en fait va recevoir des recommandations et en fait elle va suivre un scénario qui va évoluer en temps réel en fonction des demandes en fait qui vous ont amené à l'appeler. En revanche, on se rend compte que plus l'intelligence artificielle se développe, plus les processus de décision deviennent sophistiqués, plus la rationalisation des décisions et des outils deviennent rationnels, la présence de robots de plus en plus intelligents, de plus en plus autonomes, moins, en fait, le système a besoin de nous. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus des consommateurs, des spectateurs d'un monde qui change considérablement et qui est en train de prendre véritablement l'ascendant sur nous. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Où est-ce que cela peut nous conduire? C'est ce dont je voudrais parler avec vous. Alors j'ai fait hier une interview sur le sujet. Alors l'avantage des interviews, c'est que c'est interactif, mais l'avantage d'un monologue, c'est qu'on peut essayer de suivre un plan, on peut raconter une histoire, et c'est la manière avec laquelle j'aime échanger. Évidemment, je fais toujours également de façon rétroactive, c'est-à-dire que je lis les commentaires que vous mettez sur Twitter, sur YouTube, les questions que vous posez, les recommandations que vous faites. Et je m'instruis considérablement le faisant avec mon intelligence humaine et peut-être une capacité de synthèse et surtout une envie de partager mon ressenti, ma culture, mes inquiétudes et mon optimisme parfois. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, peut-être l'important c'est de se rappeler que cette intelligence artificielle, elle est faite par des machines. Donc la notion d'intelligence, c'est vrai que c'est compliqué puisque notre intelligence, elle fonctionne avec notre cerveau, mais également avec notre cœur, avec nos émotions. Tout ça est relié avec nos sens qui sont en activité. Et donc, elle est liée à la capacité finalement de faire des milliards d'opérations en parallèle, en même temps, et en fonction de ces opérations, de façon acquise ou innée, mais aussi réfléchie, on va prendre un certain nombre de décisions et on va avoir une mémoire de ça qui aura des conséquences par la suite. Donc on voit que quand on peut apprendre des choses et on va les répéter mécaniquement, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence humaine. Et à l'inverse, l'intelligence de la machine, il n'y a rien à la base. Il y a uniquement des circuits imprimés, il y a des transistors en fait, parce que tout part d'un transistor. Et un transistor, c'est quelque chose qui a deux positions, 0 ou 1. Et donc, à l'origine, les transistors permettaient d'avoir des ordinateurs qui faisaient des opérations simples, donc des calculs essentiellement. Puis ils se sont mis à faire des choses de plus en plus sophistiquées. Puis on a créé des puces, donc c'est des systèmes complexes avec beaucoup de microtransistors, mais qui font toujours de façon séquentielle des opérations.
C'est-à-dire que vous demandez à l'ordinateur de répondre à un problème ou de faire quelque chose, et il va les faire en séquence. Et si au cours de la séquence, il y a une erreur ou il y a quelque chose, ben, le processus d'adaptation, c'est qu'il va revenir en arrière. Ça, c'est pour les ordinateurs classiques. Maintenant, il y a de nouveaux ordinateurs qui ont été créés. Il y a des ordinateurs avec des nouveaux types de puces pour permettre ce qu'on appelle le deep learning, et j'y reviendrai, qui ont été développés par IBM. Alors pour être assez précis, en fait, j'ai pris un certain nombre de notes, hein, mais ce sont des ordinateurs qui ont 23 milliards, les puces ont 23 milliards de transistors, donc ça vous donne une idée de la taille, et on est à l'échelle du nanomètre, donc c'est 1 mètre divisé par 1 milliard, donc c'est véritablement tout petit, et qui ont ce qu'on appelle 32 cœurs. Donc quand vous achetez un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone, on vous parle de la puce, en général elle a 5 cœurs, elle a une certaine vitesse, etc. Donc là on est clairement au-delà de ce qu'utilisent les machines, et ça permet un deep learning, c'est-à-dire que ça permet de faire énormément d'opérations en même temps. Donc comme un individu, alors pas autant qu'un individu, mais ça permet de faire beaucoup d'opérations. Donc ce que je vais décrire un peu au fur et à mesure, donc c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qui l'utilise, qui développe les machines, donc les machines qui permettent de le faire, qui développe les algorithmes et les logiciels, selon quel processus. Voilà, alors l'intelligence artificielle, comme je dis, c'est une manière de faire des opérations évoluées, complexes, qui peuvent être ressemblantes à ce qu'est un individu. Donc on parle d'intelligence artificielle faible quand c'est monotâche. Donc c'est-à-dire dire la météo, vous aider à organiser votre emploi du temps. Donc par exemple, vous avez l'habitude de faire telle chose de telle manière à telle heure, et votre ordinateur va vous le dire. Ou alors Google, par exemple, si vous avez Gmail, va vous dire, tiens, vous avez envoyé cet email, vous n'avez pas eu cette réponse, est-ce que vous voulez relancer la personne, comment vous voulez la relancer? Et éventuellement, il va vous proposer également des réponses à certains emails. Vous dire, est-ce que vous voulez répondre? C'est parfait, c'est bien, merci beaucoup, je suis impatient qu'on en reparle. Donc, et ça évolue en permanence. C'est-à-dire que si vous utilisez les réponses, si vous réagissez à un certain nombre de choses, le logiciel va vous aider à le faire. Et vous avez l'intelligence artificielle dite forte, qui est véritablement une extension des capacités humaines. Donc l'exemple typique, ça va être le pilotage automatique d'un avion. C'est-à-dire que le pilote va faire les opérations de décollage et atterrissage, d'ailleurs c'est même plus véritablement nécessaire, mais tout le vol, le pilotage va se faire automatiquement. Alors, on ne peut pas véritablement parler d'intelligence artificielle pour un avion, mais en revanche, quand ça aura lieu, et c'est déjà très avancé pour les voitures, on pourra véritablement parler d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez être dans le véhicule, mais vous allez oublier tout ce qui concerne la route. Mais quand vous êtes dans le véhicule, évidemment, si vous êtes sur l'autoroute, dans une ligne droite, et que vous dites à la machine de respecter les limites de vitesse, etc., ça va être relativement simple. Mais dès que vous allez être en milieu urbain ou quel que soit l'endroit, en fait, sur un long trajet, vous allez avoir un certain nombre d'informations dont la machine va devoir tenir compte. Des panneaux de signalisation, d'autres voitures, éventuellement des personnes, des objets, des sons. Et en fait, elle va devoir intégrer, analyser toutes ces informations et prendre des décisions. Et en plus, elle doit prendre ces décisions sans éventuellement avoir à vous interpeller. Mais elle doit aussi accepter que si vous reprenez le contrôle, elle va vous laisser faire et elle, éventuellement, pourra vous interpeller. C'est-à-dire que quand vous êtes en voiture, la voiture pourra vous signifier que vous êtes en train d'aller trop vite, qu'un accident a été signalé un peu avant, que la route est trop humide et que, compte tenu de la dernière date à laquelle vous avez remplacé les pneus, etc., ça ne va pas. Alors ça, c'est dans le cas d'une voiture. Ça va. Mais imaginons que ce soit
un cyborg militaire. Vous savez, on voit dans les films, ils s'entraînent à tirer sur des cibles, ils sont dans une ville et il faut tirer sur les malfrats, mais pas sur la petite fille qui est là avec son frère, qui sont en train de jouer, etc. Et bien là, on peut imaginer exactement la même chose. Donc la voiture, vous lui donnez une mission, de vous emmener d'un point A à un point B le plus vite possible, en consommant le moins d'argent, en évitant les péages, etc. Mais vous pouvez dire à la machine de traverser les lignes ennemies en utilisant le moins de cartouches, en faisant le maximum de morts ou le maximum de blessés, un peu comme Terminator. Tu tues pas les personnes, tu les blesses, etc. Donc, on voit, le deep learning va permettre de faire ça. Donc, le pilotage automatique d'une voiture. Mais le deep learning va également permettre d'avoir une conversation sensée avec une personne en langage réel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous pouviez poser des questions en langage réel, un moteur de recherche, et il allait vous donner un certain nombre de liens, de références ou de publicités qui étaient adaptées à votre question. Là, il va pouvoir vous répondre. C'est-à-dire qu'il va vous donner une réponse complète, comme le ferait un ami qui vous pose, auquel vous posez une question et qui va vous répondre. Mais il va faire plus que ça. Éventuellement, vous allez pouvoir lui demander d'écrire un poème. Vous allez pouvoir lui demander de vous aider à prendre une décision, de vous aider à rédiger un document, ou de le faire même dans une autre langue. C'est-à-dire que vous lui donnez les éléments et vous lui dites, voilà, j'aimerais que ce document soit en ourdou, c'est une langue au Pakistan, ou en russe, et il va le faire. Et on se rend compte, on l'évoquera tout à l'heure au fur et à mesure, mais que parfois la machine n'a pas la réponse exacte, elle va donner une réponse qui pourrait être fausse, qui pourrait être mensongère, qui pourrait être incomplète, ou alors même elle va refuser de vous répondre parce que la question ne lui plaît pas. Et parce qu'en réalité, les réponses viennent d'une base de données, d'une classification très importante, parce qu'il y a la puissance du calcul, donc il y a la machine qui lui permet de faire des opérations très rapidement, il y a des bases de données qui lui permettent de stocker ces informations, et il y a des logiciels qui vont lui permettre de ressortir les informations, des algorithmes qui vont lui permettre de les ressortir de façon intelligente ou d'agir de façon intelligente. Donc la machine, elle peut écrire la réponse, mais de plus en plus, elle peut parler cette réponse, et même elle peut visualiser. C'est-à-dire que vous pouvez donner un visage humain à la machine, à l'écran, mais vous pouvez également, en termes de cybernétique, avoir quasiment des débuts de robots et qui ressemblent plus vrai que nature à la réalité, qui ont des mouvements qui sont véritablement réalistes. Et ça me permet d'évoquer très rapidement tout ce qui concerne la cybernétique, donc les robots, des espèces de cyborgs qui ont des capacités en termes d'équilibre, en termes de force, en termes de capacité d'action, qui sont de plus en plus considérables et qui sont fabriqués de façon adaptée à des objectifs. Donc souvent, que ce soit pour les outils d'intelligence artificielle, que pour les véhicules d'intelligence artificielle, les robots d'intelligence artificielle, on a des industries très riches qui s'y intéressent, évidemment. Donc l'industrie pétrolière s'y intéresse pour découvrir toujours de mieux en mieux où chercher de l'énergie, comment la chercher, mais comment optimiser les réseaux de distribution, les réseaux, donc où installer les pompes à essence, combien en avoir, les horaires d'ouverture pour avoir tel et tel type de personnes, le type de machine pour le débit, etc. Enfin, tout rentre en jeu, le dosage, etc. Et tout ça en discussion avec les industries automobiles, mais également pour l'image du sous-sol, donc tout ce qui est géophysique, comment avoir un traitement entre guillemets de ces images qui assistent l'humain pour l'aider à mieux reconnaître les brouillages ou autres et à intégrer des tas d'informations. Mais on a aussi évidemment la guerre, donc les armées. On a le monde du sexe qui s'y intéresse également, comme on évoquera le deepfake, donc la possibilité de créer quasiment des personnages artificiels qui ont l'air plus réels. Et évidemment, vous allez pouvoir leur faire faire
les plus incroyables fantasmes auxquels vous pensez, et même donc connecter ça à des jeux, ou alors connecter ça en utilisant des mafias et faire chanter des gens, etc. Soit avec du faux, soit avec du vrai d'ailleurs, puisque on peut véritablement placer des caméras, espionner tout le monde de façon miniaturisée, etc. Puisque en fait les progrès vont dans tous les domaines, hein, pas simplement la miniaturisation des ordinateurs, mais l'intelligence artificielle a un rôle dans la captation des images, dans tout ce qui va être les drones, des appareils photo intelligents, des micros plus intelligents, et énormément de choses dans ce domaine. Donc, c'est présent évidemment dans l'industrie de la santé, de façon, et je l'évoquerai au fur et à mesure de cette capsule, qui est de plus en plus inquiétante. Mais avant ma capsule précédente, c'était une capsule où j'évoquais le 11 septembre. Et je vous invite à la regarder à nouveau. Je ne vais pas refaire la présentation qui est liée. Mais je disais que suite au 11 septembre, il y a eu une décision qui a été prise qui s'appelle, par les États-Unis, qui s'appelle le Patriot Act. Et le Patriot Act, ça partait de l'idée qu'en réalité, les sabotages du 11 septembre auraient été liés à des terroristes qui se sont intégrés dans la population, qui n'ont pas été identifiés, etc. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut éviter que cela se passe à nouveau et qu'il y ait un tel traumatisme. Alors on verra qu'il y a beaucoup de thèses là-dessus, sur qui a fait quoi, comment, quand vous regarderez cette capsule. Mais l'important, c'est pas ça, c'est que suite à ça, le Patriot Act a permis de prendre la décision de pouvoir espionner les gens, de pouvoir espionner les Américains. Donc savoir de plus en plus finement ce qu'ils font, où ils font, ce qu'ils pensent, quelles sont leurs conversations téléphoniques, etc. Et c'est donc la possibilité d'accéder à toutes les bases de données, à toutes les conversations, à tous les enregistrements. Mais pas simplement les citoyens américains, mais plus généralement les citoyens du monde entier. C'est-à-dire que la possibilité avec la NSA, mais avec la CIA, etc., de disposer des informations. Alors on sait, tout ça, ça a été démontré par Edward Snowden, ça a été montré par Assange, par d'autres whistleblowers, mais on a également des informations très récemment sur cette société israélienne qui expliquait comment elle était capable d'influencer des élections, et donc avec des ordinateurs puissants, elle cassait les codes sécurité des machines à voter, elle cassait les codes, les codes d'un certain nombre de personnes importantes pour connaître leurs emails, etc. Mais également, avec ces machines puissantes, puisqu'on a une connaissance de plus en plus fine de la psychologie des gens et de la manière de les faire agir ou réagir à un certain nombre de sollicitations, on est capable d'influer sur leur vote. On est capable d'envoyer des emails, on est capable d'envoyer des SMS, des appels téléphoniques qui vont avoir des conséquences sur la manière avec laquelle les personnes réagissent. Et donc, dans la foulée du Patriot Act, on a remarqué qu'il y avait eu des milliards qui avaient été injectés dans des sociétés qui s'appellent les GAFAM, donc les gros acteurs essentiellement américains à l'origine, qui ont été à l'origine des réseaux sociaux et à l'origine de tous les outils technologiques qui sont devenus inséparables et qui font qu'on sait où sont les gens, comment ils réagissent à une publicité, comment ils dépensent leur argent avec leur carte bleue et maintenant avec leur portefeuille électronique, combien de temps ils passent sur tel type de site, sur tel autre, sur telle page, comment ils réagissent face à telle publicité, avec qui ils discutent, comment ils discutent, quelles sont leurs émotions. C'est-à-dire qu'en fait, avec votre téléphone, maintenant, quand vous êtes dans une conversation téléphonique, la machine, en fait, qui vous photographie, va être capable de comprendre, en fait, comment fonctionne votre visage, quelles sont vos mimiques, quels sont vos positionnements, les intonations de votre voix. Et le deep learning va permettre à cette machine, si vous êtes une cible de quelqu'un qui est mal intentionné, de recréer votre personnage, mais de le recréer totalement, extraordinairement finement, et d'avoir quelqu'un qui va se mettre à parler comme vous,
qui va bouger comme vous à l'écran et qui pourra faire des choses en prenant votre identité, soit pour agir en votre nom, soit pour servir les intérêts de quelqu'un que cela sert, et vous causer du bien, entre guillemets, ou du tort. Donc on parle un peu, parfois à tort et à travers, de tel dirigeant du monde qui a des sosies, etc. Mais on se rend compte aujourd'hui, et à une vitesse exponentielle, qu'on peut faire dire à peu près ce qu'on veut à n'importe quel chef d'État de façon extrêmement crédible, et si crédible grâce à ces techniques de deep learning, que même des experts en linguistique, des experts dans toutes les technologies auront bien du mal à séparer si cette personne qui s'est exprimée, c'était vous ou quelqu'un qui a été créé. Et donc, on voit comme cette technologie a évolué avec le temps, mais elle a évolué, évidemment, on a bien vu dans le cinéma, à l'époque de Roger Rabbit, par exemple, où le personnage joue dans un dessin animé, et ben on est bien plus loin. On a eu pas mal d'anecdotes avec le Zelensky, par exemple, où il y avait des vidéos qui circulaient, où on voyait qu'il était sur un fond vert, et on peut déplacer la personne, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au même moment, elle est en train de recevoir un prix Nobel, elle est au Festival de Cannes, elle est à la Coupe du Monde, elle est partout, alors qu'en réalité, elle est peut-être dans une cave à Londres ou à Kiev ou quelque part. Donc on se rend compte qu'en fait, avec ces technologies, on va pouvoir tromper de plus en plus finement les gens. Mais on se dit que la machine pourra le faire de façon autonome. Et c'est véritablement un des sujets de grande inquiétude, en fait. C'est à quel moment l'homme va perdre complètement le contrôle de ça. À quel moment l'éthique est véritablement mise en place pour éviter ce type d'abus. Et on se rend compte qu'avec l'évolution de la puissance de calcul, donc les entreprises ont un pouvoir de plus en plus considérable sur vous, donc pour vous solliciter, créer des émotions et vous donner l'envie de consommer leurs produits. Donc en touchant tous vos sens, donc on sait les sens gustatifs, etc., mais en touchant des sens beaucoup plus fins. C'est-à-dire que ça va être des sollicitations qui seront parfaitement adaptées à vous. C'est-à-dire que votre téléphone va envoyer des informations sur la manière avec laquelle vous réagissez au téléphone face à telles informations, etc. Mais également la manière avec laquelle vous vivez chez vous. Parce que je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais avec les technologies actuelles et en utilisant un Linky par exemple, ou même sans l'utiliser, il suffirait que votre voisin ou quelqu'un à proximité de votre maison ait ça, et on va pouvoir faire une arborescence assez précise de votre maison, et vous allez pouvoir être espionné, même si vous n'avez pas Alexa ou Siri ou autre, et on va savoir dans quelle pièce vous êtes, et on va savoir comment vous parlez, etc., juste à cause des vibrations liées à votre voix, sur un canapé, mais qui est à proximité d'un tuyau ou d'une prise électrique ou autre. Alors je sais que tout ça, ça vous paraît surprenant, mais tout ça c'est relativement facile, c'est une question de puissance de calcul et de mise en commun de tout ce que l'intelligence artificielle a appris à faire. Donc elle a appris à reconnaître des vibrations, et y associer des sons, etc., etc. Et au fur et à mesure, en fait, elle s'améliore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les ordinateurs classiques, puis il y a eu les nouveaux ordinateurs d'IBM. Maintenant, on a des ordinateurs quantiques, donc des ordinateurs qui ont des capacités en milliards d'opérations par seconde. Donc c'est absolument considérable. Des milliards de milliards, donc c'est 10 puissance 36. Donc pour vous donner une idée, c'est des chiffres à 36 zéros. Donc, et elles peuvent faire ça de façon parallèle. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs ordinateurs quantiques qui fonctionnent en même temps, etc., elles peuvent faire ça, elles peuvent apprendre hyper vite, en fait, à détecter comme aucun humain ne pourrait le faire. De la même manière que ce qu'on appelle le big data,
c'est-à-dire toutes les données qui sont collectées depuis des années par des services secrets, par des grandes oreilles, etc. En fait, toutes ces données sont collectées, mais aujourd'hui, on commence à avoir des outils qui vont permettre d'exploiter ces grosses données. Mais plus l'informatique fait des progrès, et elle fait des progrès extraordinairement vite, plus en fait on va pouvoir libérer des ordinateurs à l'intérieur de ces big data, apprendre des choses, nous donner des informations, etc. Mais on voit bien que l'usage et le ciblage, pour l'instant, est limité à des actions plus ou moins complexes, mais qui sont des actions qui semblent encore, pour un être humain, relativement simples, puisque c'est parler, conduire, trier, séquencer, etc. Donc la machine le fait mieux que nous, elle joue beaucoup mieux que nous aux échecs, elle joue beaucoup mieux que nous au Go. Il y a des machines, et c'est ce qui a donné envie à Google de racheter un certain nombre de sociétés qui ont des algorithmes qui leur permettent, on leur donne les règles d'un jeu, voire même elles observent des jeux vidéo, comme le jeu Pong ou comme des batailles de l'espace, etc. Elles observent. Et par exemple, quand vous jouez à Mario Bros, bah vous savez que si vous mangez un champignon magique, vous allez aller plus vite. Si vous sautez pas au-dessus d'une plante carnivore, etc., vous allez perdre la partie. Et puis il y a la musique, il y a tout ça. Et ben la machine, en fait, elle va observer ça, elle va comprendre et elle va se mettre à jouer au jeu. Et elle ne refait jamais les mêmes erreurs. Et donc, elle progresse tout le temps, tout le temps, tout le temps, à Tetris, à tous ces jeux-là. Et ça, c'est du deep learning, mais c'est avec un auto-apprentissage. C'est-à-dire que vous lui apprenez les règles du jeu, elle va jouer et elle va auto-apprendre et elle va s'améliorer. Et cette machine, elle est même capable, après, de vous proposer des améliorations au jeu, pour le rendre plus sympa, plus ludique, pour créer des nouveaux univers plus compliqués, etc. Donc on voit qu'il va y avoir une interaction entre la machine et nous. Mais pour revenir au deep learning lié au langage, donc la capacité avec ChatGPT, dont je pense beaucoup de gens parmi vous ont entendu parler, mais également avec le nouveau chatbot de Bing, qui est le même, mais le lambda de Google, puisque ChatGPT appartient à OpenAI, qui est quasiment racheté totalement par Microsoft. Eh ben, on voit qu'en posant les questions à ces logiciels qui ont, entre guillemets, réponse à tout, mais tellement à tout qu'ils sont capables d'être reçus dans les meilleures universités américaines avec les meilleures notes, qui sont capables d'être recrutés pour être informaticiens, qui sont capables de proposer des recettes de cuisine en fonction des aliments dont vous disposez dans votre frigidaire et de vous expliquer comment les faire, mais qui sont également capables d'apprendre à jouer à des jeux. C'est-à-dire que si vous lui dites « je suis devant un jeu d'échecs, voilà où on est la partie, quel est le meilleur coup suivant », la machine va vous proposer un coup, mais au fur et à mesure en fait, où d'autres personnes vont lui poser des questions sur une partie d'échecs, elle va apprendre. Mais on se rend compte qu'un certain nombre de personnes se disent « est-ce que la machine n'est pas en train de commencer à avoir une conscience ?» Parce qu'en fait, il y a un test qui s'appelle le test de Turing, qui est face à une machine qui répond à des questions, vous mettez un homme, une machine, que vous ne pouvez pas voir en fait à qui vous parlez, vous allez poser des questions sur le modèle des questions qu'il y avait dans Blade Runner pour détecter quels étaient les réplicants par rapport aux êtres humains. Et vous vous rendez compte qu'après un certain nombre de questions bien choisies, vous allez détecter assez facilement qui est la machine. Parce qu'elle n'aura pas de conscience, elle n'aura pas d'âme, il y a plein de choses en termes émotionnels, etc., qu'elle ne saura pas dire. Et bien là, on se rend compte que plusieurs pays ont construit depuis un certain nombre d'années des outils qui permettent de tromper. C'est-à-dire dans plus de 30% des cas, on va croire que c'est la machine qui est l'homme et pas l'homme qui répond aux mêmes questions. Alors, est-ce que c'est parce que par mimétisme, la machine va savoir beaucoup mieux le faire, beaucoup mieux répondre et donc tromper la personne, ou est-ce qu'il y a un degré de conscience qui se met en place dans une machine qui devient tellement puissant
c'est compliqué. Je vous rappelle qu'au moment des élections américaines de 2020 et pareil au moment des élections déjà de 2016, on s'était interrogé sur des puissances étrangères qui auraient pu influencer les votes. Et donc on a reproché à certains GAFAM leurs algorithmes, etc., qui auraient favorisé tel candidat. Et les GAFAM se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient perdu même la notion de ce qui était dans leurs algorithmes. C'est-à-dire qu'ils ne savaient même plus véritablement comment ça fonctionnait. Parce que ça devient tellement complexe, il y a tellement d'intelligence artificielle, il y a tellement d'algorithmes pour vendre de la pub, pour écouter, pour emmagasiner, pour classifier, etc., que les personnes se perdent là-dedans. C'est infiniment compliqué. Et donc, on en arrive à des moments où on ne sait plus même comment toucher sans se demander si on ne va pas risquer de détruire quelque chose. C'est un peu comme le Concorde. On ne savait pas véritablement le réparer parce que c'était des technologies qu'on maîtrisait moins, qui étaient moins électroniques que maintenant. Et donc, les personnes avaient peur, en fait, d'aller dans la machine. C'est comme aujourd'hui, les nouvelles voitures. Un mécanicien qui saurait réparer parfaitement une 2 chevaux, une 4L, un Land Rover ou autre, il est complètement perdu parce qu'il y a tellement d'intelligence, tellement de choses devant qu'il faut un robot pour l'aider à faire un diagnostic. C'est-à-dire qu'on va devoir brancher un robot à la voiture et le robot va faire un certain nombre d'analyses et va vous dire la panne qu'a la voiture et va demander à la personne d'agir. Et on voit bien que petit à petit, la machine remplace l'homme. Mais pour revenir donc au GAFAM, en fait, elles avaient perdu un peu le contrôle des algorithmes. Et donc, quelqu'un qui était capable de comprendre comment fonctionnaient les algorithmes allait le faire. Et on a exactement la même chose dans le monde de la finance internationale. Vous imaginez bien qu'avec toutes les dettes, ce monde de la finance qui est comme un casino, donc les Américains ont 33 000 milliards de dollars de dettes au niveau de l'État fédéral, plus les dettes des villes, plus les dettes des États, plus les dettes des personnes, etc. C'est considérable. Ils ont une masse de dettes qui est surréaliste. En France aussi. Et pourtant, les marchés boursiers montent, les gens sont un certain nombre de personnes sont extraordinairement riches et ils créent d'autres personnes qui sont des millionnaires. On se dit, mais comment tout ça fonctionne? Mais ça fonctionne parce que c'est complètement artificiel. Et plus personne n'y comprend rien. C'est comme ça qu'on a des crises de subprime qui sont considérables, parce qu'on a des bulles qui se mettent en place avec des modèles financiers auxquels personne ne comprend rien. C'est-à-dire que l'économie réelle, c'est une compagnie qui va fabriquer des produits, il y a un certain coût, elle vend les produits. Alors je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a un restaurant, donc il doit payer un loyer, il doit payer des factures, il doit payer des matières premières, il doit payer, penser à ce qu'il va avoir à jeter, etc., les menus, la publicité qu'il doit faire. Et donc, il va en déduire le prix pour avoir une marge suffisante pour dégager un profit pour lui, financer d'autres produits, financer sa vie de famille, etc. Donc ça, c'est l'économie réelle. Pareil pour produire une voiture, pareil pour produire. Mais maintenant, on a, dans la financiarisation, et donc l'économie réelle permet d'évaluer la valeur du restaurant, la valeur de l'entreprise autre. Mais avec tous ces produits, entre guillemets, on a créé une économie qui est comme un casino. C'est-à-dire qu'on va se mettre à parier, comme sur un match de foot, sur le fait que telle ou telle boîte pourrait faire des progrès. Donc on va faire des projections. On va se dire, eh ben, cette société, compte tenu de son secteur d'activité, compte tenu de la démographie, compte tenu de sa popularité, et donc tout ça va être fait avec des outils d'intelligence artificielle, va faire tel type de progrès, va aller ça. Donc, d'ici 3 ans, elle va doubler ses ventes en baissant ses coûts de telle manière, mais il y aura tel coût des matières premières qui évoluera de telle manière. Donc, c'est des modèles extrêmement sophistiqués qui réagissent quasiment, ou qui essaient de réagir le plus proche du temps réel et qui vont donner des perspectives. Et donc, il y a des personnes qui, en fonction de ces modèles, vont dire « Eh ben moi, je suis prêt à acheter cette société à terme de telle manière, etc. » Donc, ils vont faire des puts, des calls, enfin, je rentre sur des thèmes. Mais donc, ils vont être comme dans un casino. Donc, ils n'achètent plus les parts de la société, mais ils achètent
à terme des parts comme si la société allait baisser en prix ou monter en prix. Et on peut faire ça également sur ces choses-là. C'est-à-dire qu'on peut acheter ces produits en pensant qu'eux-mêmes vont monter ou baisser, et ainsi de suite. Et tout ça, ça devient un espèce d'énorme casino dans lequel tous ces produits sont mélangés entre des produits industriels, des produits... Tout ça est un peu piloté par de l'intelligence artificielle, puisqu'en fait, parmi les salariés les mieux payés, il y a les traders, donc les gens qui négocient, mais aussi les informaticiens, donc les gens qui créent ces modèles artificiels, auxquels plus personne en général ne comprend rien et qui peuvent exploser à tout moment. Donc on voit une espèce d'énorme dépendance qui est rentrée complètement dans le domaine militaire. Donc on voit des drones intelligents, des missiles intelligents, des missiles hyper rapides, intelligents qui prennent des décisions, mais également tout ça est connecté avec les satellites, etc. Et donc il va y avoir des choix qui vont être optimisés. Donc il y a 20 ans, quand on faisait les débuts, entre guillemets, de l'intelligence artificielle, ça permettait d'optimiser le trajet d'un camion pour livrer ses colis. Donc on disait, bah, le trajet optimum, compte tenu des colis que vous avez à livrer, de la taille des colis, ça va être de ranger comme ça dans le camion et d'aller chez ses clients dans cet ordre et de revenir. Et comme ça, votre ronde ira plus vite. Maintenant, en fait, vous connaissez votre stock de missiles, vous connaissez vos objectifs militaires, et l'intelligence artificielle va vous dire, eh ben, il va falloir frapper l'ennemi de cette manière. Après, ça ne veut pas dire que les militaires vont décider de suivre cette intelligence artificielle, mais ils peuvent le faire. Mais l'intelligence artificielle, elle va aller au-delà de ça. C'est-à-dire que dans un combat comme le conflit en Ukraine, par exemple, vous avez des drones d'observation qui vont observer, entre guillemets, les mouvements de troupes, les mouvements de soldats, les mouvements de chars, etc., qui vont communiquer ces informations et qui vont éventuellement même les communiquer directement à des stations de missiles ou des stations et qui vont donner des ordres en disant tirer à ces coordonnées, etc. Alors qu'évidemment, celui qui est aux commandes de la machine, si tant est qu'il y ait quelqu'un aux commandes de la machine, n'a aucune idée de la cible vers laquelle il va tirer. Mais en revanche, il va savoir l'efficacité, il va y avoir un espèce de rétroplanning. Donc le premier missile, il était à 5 mètres à gauche, etc. Donc les guerres sont automatisées. Mais ça va également marcher dans le domaine de la santé. Donc il faut imaginer que également dans le domaine médical, ces outils genre ChatGPT sont capables, des outils d'intelligence artificielle, de passer des examens et d'être reçus dans des académies de droit, dans des académies de médecine, etc. Mais ils vont être capables d'émettre de plus en plus de diagnostics. Donc on a la boîte qui était associée par exemple à Pfizer pour les injections ARN messagers. Donc je vous rappelle juste à titre indicatif que les usines qui fabriquaient les vaccins sont quasiment des usines sans personne, puisque le vaccin, en fait, c'était une espèce de recette qui est complètement secrète encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a injecté dans des personnes, avec l'autorisation des gouvernements, etc., des médicaments tests dont on ne connaissait pas la composition parce que c'était censé être secret. Donc on est censé faire complètement confiance à des sociétés qui n'ont jamais arrêté de tricher et qui n'existent que pour faire du profit, qui n'ont aucun altruisme et qui nous garantissaient un certain succès, alors qu'on voit que tout était complètement mensonger, et non seulement mensonger, mais ça ne prévenait pas la maladie, ça ne prévenait pas la transmission de la maladie, on ne sait même pas si ça le faisait avec les formes graves, mais on sait que la multiplication des injections multiplie les risques d'effets secondaires, et surtout pour les personnes dans certaines classes d'âge, c'est-à-dire les jeunes femmes qui ont des problèmes éventuellement avec leur fécondité, ou les jeunes hommes avec leur cœur, ce qui est quand même assez grave dans la société humaine, puisque si les forces vives, donc ceux qui permettent de procréer, ou les hommes d'avoir des problèmes de cœur, voire de mourir, c'est complètement épouvantable, et l'idée d'avoir une épée de Damoclès. Bon, bref, les logiciels étaient capables de programmer, entre guillemets, des usines avec des dosages, séquençage, etc., quasiment sans intervention humaine. Et alors là, je vous dis de façon quasiment peut-être
anecdotique, mais on a vu beaucoup d'interrogations sur les différences de lots et les différences d'impact des lots de vaccins. Et avec l'intelligence artificielle, tout est absolument possible. C'est-à-dire qu'on est capable, puisqu'on était dans des phases d'essais cliniques, de tout imaginer. D'imaginer des lots plus ou moins dosés, plus ou moins différemment, avec telle ou telle matière qui n'aurait pas eu dans l'eau, un espèce de test à l'échelle de l'humanité entière d'une nouvelle technologie qui n'avait jamais auparavant donné satisfaction. Et l'intelligence artificielle va permettre, avec cette espèce de big data, puisque Israël, par exemple, était un test uniquement avec ce qui se passait chez Pfizer, donc on a véritablement un essai clinique à taille considérable, mais en fait quasiment à l'échelle du monde, même si vous remarquerez que les différents pays ne choisissaient pas les mêmes solutions, puisque entre la Russie, la Chine, un certain nombre de pays, il n'y avait pas les mêmes vaccins, ils n'avaient pas envie que les vaccins des autres pays viennent chez eux. Est-ce qu'ils se méfiaient? Pourquoi? Est-ce que c'était pour des raisons de business ou pour d'autres raisons? Évidemment, on ne le saura pas. Il y a beaucoup de complots qu'on peut imaginer, que différents pays imaginent. On parle beaucoup de Nord Stream 1 en ce moment, on reparle de la Lune, on reparle donc de l'homme sur la Lune, parce que les Russes ont des projets d'envoyer des sondes là-bas. Mais il y a le projet avec Elon Musk d'aller sur Mars. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent en disant aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on a des calculateurs incroyables, on a des moteurs avec des carburants extrêmement particuliers. Et pourtant, on ne sait toujours pas y retourner. Et d'ailleurs, on dit ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et dans les années 60, on y serait allé 6 fois, en ramenant toujours tout le monde vivant, en étant capable de faire des films en direct, alors qu'on voit toute la difficulté aujourd'hui avec des iPhones, avec le Wi-Fi, avec la 5G, avec de faire des émissions en direct sans avoir des problèmes de son, des problèmes divers et variés. Mais là, tout fonctionnait parfaitement. Alors que même un camion d'une chaîne de télé qui va faire un direct sur le terrain est gros, nécessite plein de machines, plein d'outils à l'arrivée, au départ, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas arrivé, je dis qu'il y a des vraies questions sur tous ces sujets-là. Mais que comme un certain nombre de responsables politiques pensent que la bonne manière dans les relations est le mensonge, le sabotage, la tricherie, voire même des expériences à l'échelle de l'humanité entière dans le cadre de médicaments ou autres qui sont encore une fois en essai clinique, qui n'ont jamais donné satisfaction et qui ont été créés de façon hyper urgente pour une maladie dont Elon Musk nous annonce qu'on va avoir des révélations fracassantes dans les jours qui viennent, et je ne demande qu'à le croire, puisque depuis qu'il a repris Twitter, les révélations s'accumulent, et les procès également aux États-Unis, mais les algorithmes permettront à tout moment, et l'intelligence artificielle, d'éventuellement le déquiller, de déquiller tous les gens qui... il y a des millions de vidéos qui sont postées en permanence sur les différents réseaux sociaux, mais les algorithmes permettent d'identifier celles qui vont être moins mises en avant, voire même celles qui seront supprimées, voire même celles dont les utilisateurs seront bannis, etc. Et tout ça se passe quasiment automatiquement, sans intervention humaine, puisqu'il y a des mots-clés, il y a un certain nombre de phrases-clés qui vont apparaître et qui vont permettre à l'outil de décider. Donc je vous rappelle quand même que tout ça a été rendu possible, c'est-à-dire en France on avait la CNIL, Informatique et Liberté, etc. Mais avec le Patriot Act, tout ça a été complètement détruit, c'est-à-dire qu'on a libéré complètement les technologies et les investissements pour rentrer dans l'intime. Donc proposer des pubs qui sont plus adaptées, proposer tout ça. Ce qui fait que parfois vous avez l'impression que vous avez une conversation familiale sur un certain sujet et le lendemain vous allez vous mettre à avoir de la pub sur le sujet sans même avoir jamais posé la question à votre machine et en étant persuadé que votre téléphone était arrêté. Et d'un seul coup vous réalisez que c'était peut-être votre téléphone était arrêté, mais celui de votre sœur ou de votre mère était
allumé, et on peut se demander si le téléphone, c'est pas que la famille, les réunions, tout devient possible. Parce qu'en fait, avec le big data, on est capable de récupérer ces informations, de les exploiter et d'en tirer quelque chose. Et si on n'est pas capable aujourd'hui, on va l'être de plus en plus. Mais la chose la plus impressionnante avec ça, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on a une forme de confidentialité avec nos mots de passe sécurisés, etc. Et en réalité, ce qui se passe, y compris pour la blockchain, avec les nouveaux ordinateurs quantiques, avec les nouveaux calculateurs hyper puissants, en fait, ils seront capables de casser tous les codes sécurisés. Et comme par hasard, en parallèle à ça, les Américains sont en train de développer des nouveaux codes sécurisés qui seront capables de contrer ces machines quantiques. Et tout ça devrait être développé d'ici 1 an. Et donc on voit cette espèce d'entonnoir qui nous amène vers, d'une part, et je reviendrai tout à l'heure sur ce que j'avais commencé à dire au sujet de BioNTech et de ces espèces de, non je vais le dire tout de suite, de containers en fait, puisque ça ressemblera vraiment à des containers dans lesquels l'individu rentrera, il donnera une goutte de sang, prendra sa tension, va prendre un certain nombre de paramètres vitaux et ça sera capable de lui préparer, je dis bien préparer, une potion magique pour lui. Pas forcément pour le guérir, mais pour prévenir tous les problèmes qu'il pourra avoir ou toutes les maladies plus ou moins héréditaires qu'on aura détectées sur cette personne. Mais ça permettra aussi d'injecter en vous un certain nombre de vaisseaux qui pourront vérifier en permanence vos paramètres vitaux, intervenir au niveau de votre cœur s'il y a besoin, etc. Et la 5G aidant, votre téléphone étant avec vous, j'ai développé ça dans une vidéo chez Géopolitique Profonde, et ben ça pourra véritablement avoir des conséquences formidables pour vous, c'est-à-dire vous sauver la vie en temps réel, ou extrêmement fâcheuses. Et on arrive dans tous les films de science-fiction où d'un seul coup, on décidera que toutes les personnes nées un jour impaires et qui sont de tel profil, il n'y a plus de place pour eux sur Terre, et donc pouf, ils mourront d'un seul coup parce qu'il y aura un signal qui préviendra la capsule de faire une rupture d'anévrisme ou une crise cardiaque ou n'importe quoi. Et dans le dernier James Bond, c'est presque pire, parce qu'en réalité, l'idée, mais la réalité est très près de la fiction, puisque c'est un peu tout le concept de l'ARN messager ou de l'ADN messager, c'est qu'on peut créer des armes, des bio-armes, et tout le problème que les Russes ont, les Chinois, dans ces enquêtes qui sont demandées en permanence au niveau de l'ONU pour comprendre ce que les Américains font avec tous leurs laboratoires biologiques partout dans le monde, enquêtes qui d'ailleurs ont été refusées par les Français. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est en train de créer des armes biologiques qui seront capables d'attaquer des ethnies, donc des armes qui tueraient les Chinois ou qui tueraient les Slaves ou les Russes? Et pourquoi tout ça se passait en Ukraine, et les tests, etc. C'est quoi le gain on function? C'est quelle est la place de l'intelligence artificielle, de la manipulation? Et pourquoi le professeur Montagnier avait dit cette molécule n'est pas naturelle, parce qu'on voit qu'il y a des séquences de super virus qui ont été rajoutées et ça n'est pas possible naturellement. C'est-à-dire qu'un super virus comme ça qui combine d'autres virus ne sont pas naturels. Et puis on voit qu'après, en termes de vagues et d'évolution de ce virus, il y a eu plein de questions qui se sont posées au sommet du monde médical. Alors questions qui n'étaient pas toujours reprises dans les grands médias et ailleurs, mais qui s'interrogeaient véritablement sur l'origine. Donc on a bien entendu oublié complètement le pangolin, mais l'origine, est-ce que c'était fait dans un laboratoire en Chine? Et qui avait financé ça? Qui avait autorisé ce type de recherche, etc., de recherche qui peuvent créer la fin de l'humanité? Il faut bien réaliser qu'un tel virus fabriqué comme ça pourrait détruire toute l'humanité. Ou est-ce que ça a été développé dans des laboratoires en Ukraine ou ailleurs, puis
puisqu'on commence à comprendre, et d'ailleurs la famille Biden, l'ordinateur d'Hunter Biden, etc., il y aurait des liens avec une boîte très importante ukrainienne qui aurait servi à financer beaucoup de ces travaux, mais sans que ça passe véritablement ni par le département d'État, ni par personne. Donc tout ça pour troubler les pistes de l'argent, et en plus avec des sociétés comme FTX. Et c'est là où on voit que tout est lié. Donc cette société FTX, Sam Bankman-Fried, qui était une espèce de lessiveuse d'argent qui partait là de milliards, qui arrivait, qui repartait, qui ressortait, qui permettait de corrompre beaucoup de monde, mais qui permettait éventuellement de financer sans que personne ne sache véritablement d'où venait l'argent. Et donc on voit qu'en fait, il y a toutes ces recherches, l'intelligence artificielle permet de cibler, elle permet de faire des calculs extraordinairement rapides en termes de génie génétique et de fabrication, mais ensuite dans la manière avec laquelle on va pouvoir diffuser entre guillemets ces maladies. Et tout ça pourrait expliquer, encore une fois, ce sont des théories, est-ce qu'on saura la vérité ou pas? Il faudrait qu'il y ait des enquêtes, il faudrait qu'il y ait des personnes qui puissent chercher, mais pourrait expliquer la politique très stricte du zéro Covid en Chine, qui pouvait se sentir visée en se disant est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui est spécifiquement, particulièrement douloureux pour la population chinoise, une population avec des gènes spécifiques, ou les Russes qui avaient réagi un peu de la même manière par rapport à la population slave, puisqu'on voit que selon les régions du monde, il y a une diversité génétique plus ou moins forte. Et quand il y a moins de diversité génétique, comme chez les Slaves ou chez les Chinois, eh ben c'est plus facile de les cibler, ou chez les Japonais. Et donc, on voit que ces systèmes, s'ils sont gérés avec éthique, évidemment, ils vont rendre notre vie de plus en plus facile, de plus en plus magique, de plus en plus merveilleux. On pourra mieux se soigner, on pourra mieux se guérir, on pourra avoir en permanence des programmes à la télé qui correspondent plus à nos goûts, on pourra aller dans des destinations de vacances qui nous conviendront mieux, et l'hôtel saura mieux nous accueillir parce qu'il nous connaîtra mieux, il connaîtra nos goûts en termes de textiles, de couleurs, des draps de la chambre. Enfin, on peut tout imaginer. Mais ce qu'on peut imaginer aussi quand on met tout ça en commun, donc les robots, l'intelligence artificielle, etc., et les machines, les usines intelligentes, bah, c'est qu'en réalité, ça sous-entendrait d'avoir un monde qui va devenir un monde de machines et d'intelligence artificielle qui va avoir besoin d'un certain nombre de personnes qui vont être des programmeurs, des concepteurs extrêmement intelligents pour continuer à aider la machine à progresser, puisqu'il faut que l'homme soit derrière, sachant que maintenant les machines commencent, avec ces mécanismes d'auto-apprentissage, à apprendre aussi la logique de la programmation et à développer des projets de programmation, et y compris pour les puces informatiques. C'est-à-dire que la machine sait recommander la manière de faire. Et on a des projets, d'ailleurs, il y a des projets qui sont développés depuis pas mal de temps, où on connecte les cerveaux de mammifères, les cerveaux humains à des ordinateurs, pour essayer de voir comment l'un peut renforcer l'autre. Alors, c'est une toute petite partie, un aspect d'un des projets d'Elon Musk, qui est l'idée que le cerveau pourrait aider à piloter le corps de quelqu'un qui serait tétraplégique parce qu'il aurait eu un accident. Mais on sait également que ça pourrait permettre d'avoir des machines qui sont capables de voir et qui sont capables de décrire quasiment en temps réel, ou de donner des sensations à quelqu'un qui serait aveugle, et lui donner le sentiment également de voir. Ou alors le guider, comme le ferait un chien d'aveugle, en lui disant bah, tu vas faire 4 pas en avant, 4 pas rapides, 4 pas grands, etc. Et donc on voit qu'il y aurait des utilisations extraordinairement positives à ça. Mais on peut imaginer évidemment le côté négatif, puisqu'à partir de ce moment-là, il y aurait 80 ou 90% d'une population qui deviendrait oisive, ou qui serait utilisée pour des tâches pour lesquelles même les machines seront considérées comme indignes, entre guillemets.
des tâches qui nécessiteraient de faire une programmation de machine trop sophistiquée pour l'intérêt. Donc on aurait besoin d'hommes qui deviendraient les machines des machines. Et donc là, on n'est pas du tout dans la science-fiction. On est un peu dans ce que Klaus Schwab appelle en disant celui qui va contrôler l'intelligence artificielle totalement va devenir le maître du monde, avec tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire qu'il va pouvoir contraindre les autres à lui obéir. Et là, je le cite, alors qu'Elon Musk dit l'inverse. C'est-à-dire que si l'intelligence artificielle en arrive à un point où quelqu'un peut devenir le maître du monde, ce sera la fin de l'humanité, puisqu'en fait, cette intelligence artificielle deviendra le maître de celui qui pense être le maître du monde. Il sera sous cette intelligence artificielle qui n'aura pas besoin de toute l'humanité et qui pourra se débarrasser de nous, à moins de considérer qu'en fait, elle a envie d'avoir sur cette terre un grand nombre de personnes complètement oisives, etc. Et là où je veux en venir, c'est que dans tous les domaines, depuis cette espèce de Patriot Act et cette espèce de côté débridé, c'est-à-dire qu'on a détruit absolument tout ce qui était les fondements de nos sociétés. On a détruit la constitution américaine sur le droit à la vie privée, sur la liberté d'expression, sur le droit de se défendre, de pouvoir dire non à un État qui commence à agir mal. C'est-à-dire qu'on voit que c'est plus possible aujourd'hui. On sent qu'il y a des élections qui sont truquées, ou c'est facile de les truquer, qu'il y a des outils qui peuvent le faire. On va dans l'infiniment petit, l'ADN, etc. Donc à cause des attentats du 11 septembre, de la suite des Patriot Act, on a complètement détruit la société et on a ouvert la porte à une guerre contre la civilisation, mais qui pourrait se traduire par la fin de l'humain. Et je pèse mes mots en disant ça, de l'humain tel qu'il était. C'est-à-dire qu'on va avoir des humains renforcés, donc ce seront des humains qui ne seront pas connectés comme on l'est avec notre téléphone, mais qui deviendront un espèce de mix d'hommes et de machines. Donc c'est pour ceux qui ont connu l'homme qui valait 3 milliards, etc. Mais ça peut être aussi Superman. C'est-à-dire que on voit dans certaines thérapies ou la maladie de Parkinson, eh ben, vous pouvez avoir un appareil qui est un espèce comme un défibrillateur qui vous aide pour le corps, eh ben, qui serait connecté au cerveau et qui enverrait des impulsions électriques, électromagnétiques, voire même des drogues, pour permettre à quelqu'un qui a une maladie de Parkinson de continuer autant que possible à avoir un usage de son cerveau, un usage de sa mémoire, et d'avoir la maladie qui se dégrade lentement, voire même l'inverser. Donc c'est un peu ce qui se passait dans les films de la planète des singes. Donc pourquoi je fais toujours référence au fur et à mesure de cette capsule sur l'intelligence artificielle à la science-fiction, et j'ai pas parlé des lois d'Asimov, la machine ne doit pas faire de mal à l'humanité, la machine ne doit pas faire de mal à l'homme, sauf si l'homme pourrait faire du mal à l'humanité, la machine doit être focalisée sur sa mission, sauf si sa mission pourrait faire du mal à l'homme, et la machine ne peut pas se faire de mal à elle-même, sauf si elle ne peut pas agir dans sa mission. Enfin, vous voyez, c'est un séquençage comme ça. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, on est très loin de cette situation, dans ces guerres, dans ces sabotages, dans ces actions qui sont sans limite, dans cette proximité, entre guillemets, d'un holocauste nucléaire, parce que il y a un certain nombre de personnes qui se croient au-dessus, complètement au-dessus des lois, complètement au-dessus de la morale, qui pensent que c'est normal qu'un individu puisse posséder des milliards ou des centaines de milliards, alors que, pour prendre l'exemple d'une ville comme Seattle, il y a de véritables townships dans Seattle, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes qui vivent sous des bâches, et c'est pareil dans toutes les villes américaines, où vous avez de plus en plus de millionnaires et de milliardaires, mais de plus en plus de gens extrêmement pauvres, c'est-à-dire une société qui est complètement divisée, avec une classe moyenne qui est effrayée à l'idée de rejoindre les pauvres et qui rêve à l'idée de rejoindre les riches. Et c'est ce qui permet de rendre, entre guillemets, cette classe moyenne un peu esclave, et les dettes, etc., accentuent ça. La connaissance fine que l'intelligence artificielle permet d'avoir des personnes fait que on a toujours
cette capacité à laisser passer telles informations, à passer telles informations, à confiner de telle manière, à mentir, mais sans véritablement avoir peur. Parce que quand vous contrôlez les canaux d'information, quand vous contrôlez les gens par la dette, quand vous êtes capable de fixer les prix de l'éducation, de la santé, etc., la partie qui est gratuite, la partie qui est payante, etc., mais vous avez réellement le contrôle sur l'humanité. Et si vous laissez, entre guillemets, l'intelligence artificielle se développer outre mesure, ou être exploitée outre mesure dans le domaine de la santé, dans le domaine du médical, dans le domaine du langage, dans le domaine de conception très avancée, puisqu'à partir du moment, par exemple, où l'outil va pouvoir nous conduire, où le robot va pouvoir partir en guerre ou autre, eh bien, il n'y aura plus de limite. On arrivera au moment de Terminator. Est-ce que c'est possible ou pas? Il y a énormément de gens, souvent des personnes qui ont connu un peu l'informatique quand elle était balbutiante, ou qui sont des philosophes, qui disent non, c'est pas possible. Et il y a d'autres gens qui disent, avec les puissances de calcul des ordinateurs quantiques, ou même des derniers ordinateurs d'IBM non quantiques, mais très stables, puisque le problème des ordinateurs quantiques, donc c'est lié au fait que quelque chose pourrait être non pas au niveau d'un transistor dans un état 0,1, mais dans plusieurs états en même temps, ce qui permet évidemment de faire des calculs extraordinairement compliqués, mais d'avoir des solutions qui sont relativement approximatives. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en informatique, comme dans la vie réelle, ça suffit. Quand vous roulez sur une route, il n'y a pas une trajectoire unique. Il y a une trajectoire optimum, mais si vous roulez un peu à côté, d'un côté ou de l'autre, ça ne pose pas de problème. Après, il ne faut pas dépasser la ligne blanche, ou si vous déplacez la ligne pointillée, il faut le faire d'une certaine manière, etc. Et ben, en informatique, c'est pareil. C'est-à-dire que pour énormément de choses, on n'a pas besoin d'avoir un résultat exact et une notion d'intelligence floue. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pour les échecs et le go. Explique ces choses-là. Et donc, on voit bien que on a un véritable risque pour l'humanité entière. Le risque, par exemple, que le logiciel qui pilote la fabrication d'injections qui seront données à des milliards d'individus décide de changer les dosages. Vous savez combien de personnes meurent par une erreur de dosage dans une chimiothérapie ou autre? Beaucoup. Paul Allen est mort, le cofondateur de Microsoft, un homme milliardaire, qui est un homme bien, etc., qui était également, comme Elon Musk, très inquiet. Il est mort d'une erreur de dosage dans une chimiothérapie. Donc vous imaginez si ça se produisait, ou que des lots, par exemple, destinés à certains pays spécifiques aient des erreurs de dosage, ou des légers changements de composition. Alors, ça pourrait être la machine qui le décide, ou ça pourrait être des personnes qui font influer des paramètres. Vous savez, c'est comme au début les voitures avec les contrôleurs de vitesse, où les gens dépassaient les vitesses et disaient « Ah non, c'est pas de ma faute, c'est la voiture qui a pété les plombs. » Donc elle a décidé d'aller très vite. Alors qu'en réalité, on découvrait un peu plus tard que la personne avait fait le pari qu'il allait aller sur tel tronçon à 260 à l'heure. Et donc après, il fallait des expertises pour aller vérifier, et la personne attaquait le constructeur automobile, et ceci et cela, etc. Et donc on voit qu'en fait, tout va être possible. C'est-à-dire que si on va dans cette direction et on y allait, tout devient possible. Et c'est pour ça que je voudrais conclure là-dessus, en parlant du président français Sarkozy qui disait « Rien ne pourra arrêter ce qui est en train d'arriver ». Est-ce qu'il parlait d'intelligence artificielle? Est-ce qu'il parlait du Great Reset de Schwab? Est-ce qu'il parlait... Macron a parlé de la bête. Et le pape Benoît XVI a parlé de l'antéchrist. Et il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent. C'est quoi cette époque où on utilise sur des milliards de personnes des médicaments dont on n'a pas fini les essais cliniques, dont on interdit à des médecins ou à des personnes d'exercer leur profession, même aujourd'hui, d'être suspendus, parce qu'ils ont refusé, sous prétexte que ces personnes, en fait, sont dangereux, parce qu'ils sont rebelles, parce qu'ils sont complotistes, alors même que le temps leur a donné raison,
mais que le système ne veut plus de complotistes, il veut uniquement des personnes obéissantes. C'est-à-dire qu'en réalité, on est en train de rendre les machines de plus en plus autonomes et libres, et on est en train de rendre l'humain de moins en moins autonome, de plus en plus enfermé, entre guillemets, dans un certain nombre de choses, et drogué par cette connexion avec laquelle il est en permanence. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Je suis extrêmement inquiet parce que je pense, comme on le voit à la tête de beaucoup d'États, qu'on est dirigé aujourd'hui par des psychopathes, par des gens dangereux, que malheureusement la justice est de moins en moins autonome, que les nouvelles religions s'appellent woke et plus du tout les religions traditionnelles, les religions du livre, et qui étaient des religions d'amour, des religions de recherche de la vérité, de pardon. Maintenant, la vérité, Dieu c'est nous, Dieu c'est l'individu. Et plus il est stupide, plus il est Dieu, donc il a le droit de se prendre pour une carotte, il a le droit de se prendre pour un loup, il a le droit de se prendre pour une voiture ou pour n'importe qui, et on va lui donner raison. Et pourquoi on lui donne raison? Si vous regardez l'évolution des constitutions, etc., etc., elles sont en train de préparer l'arrivée parmi les citoyens, parmi les gens qui ont des droits, à des machines. À des gens qui se prennent à des machines ou à des machines qui se prennent pour des humains. Et donc, je vous invite à faire une recherche sur Internet pour vous intéresser à Lambda, donc ce logiciel de Google, qui est loin d'être le meilleur logiciel de Google, puisque dans le projet DeepMind de Google, il y a des logiciels bien supérieurs. Il y a énormément de startups qui travaillent là-dessus, etc. Et sur des logiciels qui exprime, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec le test de Turing, quelque chose qui ressemble à une forme de conscience. Et pour un ordinateur, on appellerait ça la sentience, donc le sentiment d'être un programme qui a une forme d'autonomie. Et je pense qu'on est très loin du science avec conscience. Et il est extraordinairement préoccupant. J'ai évoqué les biolaboratories et on voit qu'on est complètement en dehors de ça. Sur les chartes sur le nucléaire, on est complètement en dehors de ça. Mais pour l'informatique, il y a un risque extraordinaire. On est allé au-delà de l'entendement. Et le risque, c'est que ces développements rendent réellement une très très grande partie de l'humanité obsolète. Et est-ce que le revenu universel a un sens quand on... voilà, je ne sais pas. Et donc, la guerre qui se passe en Ukraine, l'opération spéciale russe, la guerre, en réalité, c'est un extraordinaire révélateur de tout ça. Un extraordinaire révélateur du pouvoir de l'argent qui a tout truqué, de l'intelligence artificielle qui est en train de véritablement permettre de manipuler des milliards de personnes avec une grande précision. Et face à ça, la Russie est en train de dire non, la Chine est en train de dire non. Aux États-Unis, il y a d'autres personnes qui se lèvent pour ça. Donc il y a un véritable espoir, mais un espoir qui est extrêmement ténu, parce que vous avez deux modes de voir l'évolution du monde qui ne peuvent pas être sur la même planète, qui ne peuvent pas accepter de ne pas avoir le contrôle total pour l'une, ou une véritable cohésion et une réflexion surtout pour l'autre. Parce qu'imaginez comme le monde serait magique si on pouvait avoir un vrai débat sur les progrès informatiques et véritablement arrêter tous les programmes qui n'ont pas de sens. Vous imaginez qu'aux États-Unis, qui est un pays qui est réellement formidable, qui a une bonne constitution, qui a des gens à l'intérieur qui sont intéressants, qui s'intéressent à l'humanité, qui s'intéressent à l'art, qui s'intéressent à tout,
Mais ce pays qui avait interdit le gain on function, qu'il avait interdit, a découvert, avec en particulier Ron Paul, qui est un sénateur américain qui a beaucoup cherché sur cette question, a découvert qu'il finançait des projets de gain on function partout dans le monde, alors que c'était complètement interdit. C'est-à-dire que, en conscience, ils ont dit que ça ne devait pas être fait, parce qu'on avait vu les conséquences avec la maladie de Lyme ou autre, donc de maladies qui se sont répandues, parce qu'en fait, on voulait créer des maladies pour détruire l'ennemi, enfin bref, depuis tout le temps, hein, c'est les guerres chimiques, et donc ça devenait les guerres bactériologiques, et maintenant ça devient des guerres biotechnologiques. Eh bien, comme il n'y a pas de conscience, comme il n'y a pas de lieu comme l'ONU, où on peut demander une enquête et on peut sanctionner les personnes qui sont responsables, et bien pour toutes les enquêtes, les Américains disent non, et les Français disent non avec eux. Et je veux dire, j'ai eu la chance au cours des mois d'être interrogé sur ces sujets qui sont véritablement des sujets clés, et je vais continuer parce que c'est passionnant. Et vous devez partager ces vidéos si vous trouvez qu'elles sont intéressantes, ou en tout cas vous devez partager ce que vous en avez appris, vous devez les liker, vous devez me poser des questions et je serai ravi d'y répondre, parce que c'est une forme de manière de partager un savoir qui nous permet de nous défendre, qui nous permet de nous soulever et qui nous permet de dire non. Je vous rappelle que si, et ça c'est le deuxième amendement de la Constitution américaine, si les peuples deviennent fous, on a le droit de dire stop, on a le droit de se lever et on a le droit de leur dire stop. Et ils sont en train de devenir fous. Et donc à l'échelle de l'humanité, pour l'instant celui qui dit stop, c'est la Russie de Poutine. Et vraiment je remercie, je regrette pour le peuple ukrainien qui est véritablement au milieu de cette bataille, qui l'a pas demandé, qui l'a pas cherché et qui ne comprend pas. Et je pense que vous devez tous comprendre que s'il y a ces afflux d'armes, ces afflux de choses, c'est parce que c'est quelque chose d'autre qui est en train de se passer. L'enjeu pour un certain nombre de personnes, c'est de détruire cette Russie, s'accaparer ses ressources et continuer cette fuite en avant qui s'est accélérée. Alors certains disent que ça commence avec l'assassinat de Kennedy, est-ce que ça commence avec le 11 septembre? Je ne sais pas, l'important c'est que ça s'accélère, mais que la cible c'est la civilisation, la cible c'est l'humain, et le pire péché c'est le wokisme. Voilà, à bientôt.